Dada, ce vent venu de l'Est, se met à balayer un monde vieillissant. Au début du XXe siècle, cette première mondialisation, portée par quelques jeunes en mal de siècle, est faite de négation et de la jubilation ironique du rien. Samuel Rosenstock, quand il a 16 ans, avec son ami qui est comme un frère jumeau, Ion Jovanacki, tous les deux ils ont le projet de fonder une revue littéraire. Ils donnent comme nom Symbole parce que pour eux, à cette époque, le symbolisme était le maximum de modernité. Ion Jovanacki signe comme ça, Ion Jovanacki, alors que Samuel Rosenstock trouve un pseudonyme, Sami Ro. Sami parce que Sami c'était le diminutif que lui donnait sa famille et ses proches, et Ro on voit c'est la première syllabe de son patronyme. Mais la phase, pour ainsi dire, symboliste passe assez vite, et les deux commencent à penser vraiment sérieusement parce qu'ils sont de plus en plus actifs dans la littérature. Ils pensent effectivement à un pseudonyme, parce que, à un nom d'écrivain, parce qu'on sait bien que le nom est le dépositaire d'une identité réelle et symbolique. La problématique du nom est encore plus, comment dire, plus aiguë quand il s'agit d'écrivains juifs ou d'écrivains qui ont des noms étrangers. Dans la Roumanie de l'époque, on peut dire que l'espace public accepte difficilement cette étrangeté. Et donc, Ion Jovanacki trouve comme pseudonyme Ion Vina, et lors des vacances qu'ils passent ensemble à la campagne, à Gerchen, où les grands-parents de Tristan Tzara avaient une propriété, il trouve aussi un pseudonyme pour son ami Sami, Samuel Rosenstock, et le pseudonyme est Tsar. Tsar parce qu'il était à la campagne, ils étaient à la Tsar, où ils ont passé des vacances merveilleuses. C'est l'enfance enchantée, la Tsar, à la campagne. Et quant à lui, Samuel Rosenstock, il avait trouvé comme prénom Tristan, peut-être par affinité pour le poète Tristan Corbière, qui a écrit Les Amours jaunes. Et donc le pseudonyme est adopté, Tristan Tzara. Et au début, Tristan Tzara est écrit Tzara, c'est dit comme en roumain, Tzara. Et puis on va sur ces manuscrits de l'époque, 1913-1914, plusieurs
exercices d'orthographe de ce patronyme nouveau. Et finalement, il se décide pour Tristan Tzara, écrit avec TZ. L'histoire de Tristan Tzara, on peut dire, est née à Grcen en 1913, à l'âge de 17 ans, quand, avec son ami Jovanaki Ionvina, trouvent tous les deux ces pseudonymes avec lesquels ils vont se lancer dans la littérature. En 1912, Tristan Tzara, qui ne s'appelle pas encore Tristan Tzara, avec son copain Jovanaki et Marcel Janku, ils vont fonder la revue Symbolul. En 1915, Marcel Janku part en Suisse pour faire des études d'architecture et Ionvina et Tristan Tzara, avec leur pseudonyme et leur nouvelle identité littéraire, vont fonder une nouvelle revue qui s'appelle Kemara, l'appel. Kemara est principalement consacré aux événements extérieurs, aux événements du monde réel, pour ainsi dire. Il dit que écrire, c'était une sorte de thérapeutique de délivrance. Il avait des accès de maux de tête et de fièvre, et alors il s'est mis à l'antipyrine. C'était l'aspirine d'aujourd'hui. Et cette antipyrine, on va retrouver dans les premiers titres de ses écrits à Zurich, l'aventure céleste de Monsieur Antipyrine. Le vrai remède, c'est le système qu'il découvre, qui est le relativisme. C'est-à-dire, il peut affirmer une chose et son contraire en même temps, tout en restant dans le vrai. Ce qu'il va faire dans le manifeste Dada, oui égale non, moi égale non moi, etc. En 1915, à la fin de l'année 1915, Tristan Tzara quitte lui aussi la Roumanie. Il va en Suisse, à Zurich. Ses parents ont choisi cette destination pour le mettre à l'abri. Encore une fois, c'est la guerre et la Suisse est un pays neutre. À Zurich, Tristan Tzara retrouve Marcel Janku qui est là-bas avec encore deux de ses frères. Un jour, il trouve dans un journal local, une annonce qui dit que demain, le 6 février, nous allons ouvrir un cabaret, un espace où nous invitons tous les artistes qui veulent participer, etc. Et donc il se présente, Marcel Janku, avec son carton de dessin, accompagné par Tristan Tzara, à l'adresse indiquée, Spiegelgasse, dans Zurich. Et là, il trouve Hugo Ball, il dit, bah, si vous voulez bien, voilà, venez, demain on va ouvrir, vous êtes bienvenus. Et donc Marcel Janku, il va mettre sur le mur de ce cabaret, qui était déjà tapissé de dessins, de tout ce qu'on a pu avoir pour l'occasion, plusieurs de ces dessins. Et Tristan Tzara monte sur la scène. C'était en fait un cabaret. Hugo Ball gagnait sa vie avec sa femme, comme des artistes ambulants, si vous voulez. C'est-à-dire sa femme chantait, lui l'accompagnait au piano, et sa femme récitait aussi des textes de Hugo Ball. Dès la première soirée, Tristan Tzara monte sur la scène et Hugo Ball raconte comment il sortait de sa poche les poésies une par une qu'il avait. C'était des poésies écrites évidemment en Roumanie, et là pour l'occasion il les a rapidement traduites en français et il s'est produit. Et puis ça s'enchaîne, et ça devient ce qu'on connaît aujourd'hui comme Dada. On peut dire qu'en quelque sorte, Dada est dans une mesure importante une affaire roumaine. Pourquoi? Parce qu'il y a Tristan Tzara, il y a Marcel Janku, avec encore deux de ses frères, qui contribuent tous à leur manière. C'est-à-dire que Marcel Janku conçoit des costumes, un de ses frères les confectionne, des costumes qui sont faits
en papier avec des matériaux qu'ils ont sous la main. Et puis les publications Dada qui commencent, c'est-à-dire il y a d'abord la revue Cabaret Voltaire, mais Tristan Tzara tient que ça s'appelle Dada, et puis il y aura la revue Dada, il y aura une galerie d'art Dada à Zurich, et ces publications sont financées par l'argent de poche de Tristan Tzara, mais surtout de Marcel Janco. Dans une certaine mesure, encore une fois, Dada est une affaire roumaine à Zurich. Dada devient internationalement connu, c'est comme une contagion spontanée qui passe partout. Et je dirais même, c'est peut-être pour la première fois que l'Europe commence à fonctionner comme un continent des capitales. C'est-à-dire il n'y a plus le centre et puis plusieurs périphéries, parce que ce qui se passe à Paris se passe aussi bien. D'ailleurs, l'épicentre, on voit, c'est Zurich, et puis ça passe partout, à Madrid, à Moscou, en Italie, en Roumanie, en Serbie. Marcel Janco rentre en 1920 en Roumanie, et un peu plus tard, avec Ion Vina qui retrouve à Bucarest, ils vont fonder une revue qui s'appelle Contemporano, et dans laquelle ils vont promouvoir tout ce qui est nouveau dans l'Europe. Tristan Tzara est très connu, c'est le grand patron, je pourrais dire, de tout ce mouvement. Tristan Tzara arrive à Paris, c'est en janvier 1920, il habite dans l'appartement de Picabia. Ils sont très liés, Tzara et Picabia. Ils ont le projet de publier une sorte d'anthologie, Dada Globe, et ils se mettent d'accord pour une liste de 50 personnalités, des artistes, des poètes. Parmi les artistes qu'ils retiennent, c'est aussi Brancusi. Brancusi, Tzara avait connu son travail, lui avait rendu visite dans son atelier. Brancusi, il se prend au jeu et il lui envoie 2 photos de sa sculpture qui est connue surtout comme Little French Girl. Et lui, il la baptise pour l'occasion, ce qui montre la complicité entre les deux. Il lui donne comme nom Mademoiselle Brancusi. Il n'est pas étonnant de voir Brancusi participer à ce projet Dada. Et si on regarde ses œuvres de l'époque, on trouve plusieurs dans ce sens, dans lequel il y a toujours cet esprit ludique. Il adoptait un langage poétique pour expliquer quelques mots d'esprit. Il va organiser même, Brancusi, dans son atelier, un happening avec la danseuse Lisica Codreanu, qui va improviser une danse sur les gymnopédies de Rixati, dans un costume qui est conçu et confectionné par Brancusi. En Roumanie, en dehors de ses publications du début de sa prime jeunesse, en 1934, le poète, lui aussi des milieux d'avant-garde, Sacha Pan, prend l'initiative de publier un livre avec les premiers poèmes de Tristan Tzara. En dehors de ce livre, rien n'a été publié de Tristan Tzara en Roumanie après, sauf ce même livre conçu par Sacha Pan avec l'aide de Tristan Tzara a été réédité en 1971, et donc il n'y a pas de postérité en Roumanie. Les premières publications de Tristan Tzara apparaissent en 1996 en Roumanie. Il y a des décennies où il n'a pas circulé. Tristan Tzara est quand même revenu en Roumanie en 1946, après la guerre. Il était en mission quasi officielle de la part du ministère des Affaires étrangères français.
il est allé dans plusieurs pays, en Yougoslavie, en Hongrie, en Pologne et en Roumanie. Bien sûr qu'en 1946, il est reçu comme il se devait pour la notoriété qu'il avait. Les éditions d'État qui venaient d'être fondées en Roumanie ont publié un livre, une anthologie qui s'appelle Le sang des poètes, qui est une anthologie de poètes français qui avaient été dans la résistance et qui avaient écrit pendant la guerre, comme Aragon, comme Éluard, et un seul texte de Tristan Tzara, parce que Tristan Tzara, il considérait que l'auteur doit être engagé, mais que son œuvre ne doit pas se soumettre aux circonstances immédiates historiques. On se pose la question si ce n'est pas le destin des écrivains exilés, parce qu'ils risquent souvent le double oubli, un oubli dans le pays d'origine, un oubli dans l'autre pays. Dans le pays d'origine, très souvent, comme Tristan Tzara, ils ont publié très peu, et dans le pays d'arrivée, respectivement la France, ils n'ont pas une filière, ils n'ont pas une filiation. Je vous dis, il n'y a pas de commencement et nous ne tremblons pas, nous ne sommes pas sentimentaux. Nous déchirons, vent furieux, le linge des nuages et des prières et préparons le grand spectacle du désastre, l'incendie, la décomposition. Préparons la suppression du deuil et remplaçons les larmes par les sirènes tendues d'un continent à l'autre. Pavillon de joie intense et veuf de la tristesse du poison. Dada est l'enseigne de l'abstraction, la réclame et les affaires sont aussi des éléments poétiques. Je détruis les tiroirs du cerveau et ceux de l'organisation sociale, démoralisés partout, et jeter la main du ciel en enfer, les yeux de l'enfer au ciel, rétablir la roue féconde d'un cirque universel dans les puissances réelles et la fantaisie de chaque individu. Pour bien connaître une œuvre, pour pouvoir l'interpréter, la commenter comme il vaut mieux ne pas être ni l'ami ni l'ennemi du poète en question. J'avais inscrit une thèse d'État sur Tristan Tzara, une thèse de recherche donc, mais je n'avais pas cherché à le connaître au début, immédiatement, ce qui ne m'empêchait pas de fréquenter beaucoup de ses amis, bien sûr. L'indépendance du chercheur, c'est indispensable. Et ensuite, on peut bien sûr se fréquenter une fois qu'on a déjà exposé ses idées, ou alors on est le porte-parole du poète en question. Et ça n'est pas très utile, me semble-t-il, parce qu'il sait très bien s'expliquer lui-même. Il sait expliquer. Il me semble que Tristan Tzara a longuement commenté à plusieurs reprises, d'une manière parfois ironique, parfois comique. Il a longuement commenté son œuvre et son existence et ses rapports avec ses amis, ses camarades, ses complices. Mais ça, c'est un autre aspect des choses. Je pense qu'à l'université, nous avons une autre tâche qui est indispensable de son côté, mais qui est juxtaposée. Et c'est pourquoi donc je me suis permis de faire ces œuvres complètes dont vous avez parlé, avec mon annotation, ma façon de lire, de comprendre son œuvre,
quitte à la confronter à ses propres commentaires. Il arrive le 20 janvier 1920 à Paris, mais il est largement connu en France grâce à un texte qu'il a publié et diffusé à travers toute l'Europe, qui est le Manifeste Dada 1918. Ce texte-là a été vivement apprécié par un petit groupe de novateurs à Paris, de poètes qui voulaient du nouveau, autour d'André Breton, de Louis Aragon, de Philippe Soupeau, qui étaient tout à fait admiratifs de son œuvre, y compris même des artistes, des peintres comme Picabia, qu'il avait rencontré auparavant en Suisse. Picabia avait fait sa publicité en France, donc quand Zara est arrivé, il est arrivé un peu comme dit Aragon, il est arrivé comme le Messie. Il l'attendait parce qu'il allait porter la bonne parole et la parole nouvelle, celle dont ils avaient besoin eux-mêmes. Ils avaient déjà commencé à publier une revue qu'ils avaient nommée, disait-il, par antiphrase littérature, mais c'était aussi une revue qui remplaçait à l'époque, dans leur esprit, la Nouvelle Revue Française qui avait cessé de paraître pendant la guerre. Donc c'était à la fois une revue littéraire et anti-littéraire, si l'on peut dire, et Zara y avait sa place immédiatement. Quand il arrive à Paris, c'est Dada qui vient en son entier. Il n'est pas tout seul. Il vient avec toute la geste du mouvement, toute la symbolique du mouvement. Il avait une tonalité très remarquable. Il était immédiatement distingué. Et je crois que ça a beaucoup plu au public, à un certain public, tandis que d'un autre côté, évidemment, il apparaissait comme l'étranger, le rastaquaire, comme disait Picabia, qui était lui aussi un rastaquaire. Donc il avait immédiatement la salle bien agitée, à la fois les partisans et les adversaires, et c'était tout ce que voulait Dada au départ. Donc il a, dès son arrivée, en ayant simplement posé sa valise, il avait déjà installé Dada à Paris. Zara, en arrivant à Paris, a installé, a contribué à l'installation de Dada, et Breton et ses amis ont été dadaïstes à part entière, sans réserve. Breton a été dadaïste pendant 15 jours. Mais c'était comme ça chez lui. Il s'enthousiasmait très vite, il adhérait entièrement à la chose nouvelle, mais il la quittait aussi vite. Il pensait que c'était peut-être un peu trop limité, que ça impliquait une collectivité qui n'était pas prête à tout cela, à toutes ces idées nouvelles, donc il fallait un autre travail. Et puis lui-même s'intéressait à des aspects qu'il considérait comme nouveaux dans la littérature, tels que la psychanalyse. On a beaucoup prétendu que c'était les surréalistes qui avaient introduit la psychanalyse en France. C'est une absurdité, évidemment, c'est historiquement faux. Mais ils ont contribué à le répandre, à répandre la psychanalyse en France dans la pratique. Et surtout, Zara avait une position intéressante à leurs yeux. Parce qu'il avait connu Carl Gustav Jung à Zurich, il avait exprimé la position de Dada sur la psychanalyse. La psychanalyse endort le bourgeois, disait-il, et il la rejetait. Au début, le texte spontané occupe la plus grande place, et puis petit à petit, le mécanisme s'inverse et le commentaire prend la place de la littérature spontanée. C'est un grand exemple du surréalisme de Zara et une des étapes importantes du surréalisme proprement dit, globalement, puisque c'est en 1935
Et en 1935, en quelque sorte, l'équipe surréaliste, le groupe surréaliste a quasiment cessé de pratiquer l'écriture automatique ou le récit de rêve. Il est à la fois, c'est celui qui a parachevé cette tendance psychanalytique, disons l'introduction de la psychanalyse dans le texte, et celui qui en a marqué d'une certaine manière la fin immédiate. Je pense que si les gens ne lisent pas Tzara, c'est parce qu'ils sont paresseux, c'est pas parce qu'ils ont une considération quelconque pour Dada. C'est un mouvement important dans notre histoire littéraire, artistique en France. La lecture de Tzara est assez délicate, je dirais. Elle demande de s'y jeter à corps perdu et elle manque un petit peu de repères. On a certaines habitudes dans la poésie française, certains énoncés, certains rythmes, certaines, je dirais, versifications. Or, Tzara s'est efforcé d'éviter tout ce qui était la tradition. Mais chaque fois que Tzara a pu être lu en public, le public s'est laissé gagner par cette poésie. Il n'y a pas de doute, elle n'est pas plus difficile, pas plus compliquée qu'une autre. Simplement, elle demande une certaine disposition, une certaine ouverture. Il y a une forme d'abstraction qu'on n'a pas encore intégrée, aujourd'hui encore, dans la littérature française. Car il y a cette dimension qui, évidemment, est très difficile à recevoir du public français. Pour le français, la parole doit donner sur un acte, doit déboucher sur un acte. Or, c'est l'inverse chez Tzara, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas écrit pour une certaine activité, pour certaines prises de position, mais sa poésie, c'est l'inverse. Elle part du réel pour aller vers l'abstraction. Et évidemment, c'est pas courant, c'est pas commode, et ça n'est pas dans l'éducation populaire. Tzara a été et est toujours aussi mal compris parce qu'on a cru qu'il était l'adhérent bébête d'une idée élaborée ailleurs. Non, il s'est très sérieusement imprégné, il a étudié et commenté et intégré la dialectique marxiste, il l'a vécu par lui-même, mais il s'est séparé des interprétations et des négations qui étaient en place à son époque. Alors en France, je crois qu'il y a quand même un bon nombre de poètes qui savent lire Tristan Tzara, qui ont apprécié les recueils que Tzara a publiés lui-même. N'oublions pas que ses œuvres, telles qu'elles sont publiées, sont quand même de beaux chefs-d'œuvre, de beaux livres. Il y a beaucoup de collectionneurs, ça circule. Et ça circule d'un côté un peu, je dirais, celui justement des amateurs de beaux livres. C'est pas nécessairement pour la poésie, c'est plutôt pour l'illustration ou le rapport entre l'illustration et le texte. Il devrait être ouvert, lu et parcouru par tout le monde et de tout temps et dans tous les milieux. Malheureusement, c'est pas la pratique, on l'a réservé à une certaine catégorie de la population. C'est un malentendu. Je dirais même c'est une fausse manœuvre. Il suffit de mettre ces textes à la portée, à la disposition des jeunes pour qu'ils y adhèrent. Porteuse de sourires, offrande de bonheur, par la grâce de la lumière extraite de la matière bouleversante dont est pétrie la beauté de ce monde, je vous suis des yeux à longueur de siècle.
Votre présence a peuplé des pays enchantés, tandis que votre rayonnement anime encore la monotonie des jours. Qu'importe le travail pénible quand la récompense attend le laboureur sur le seuil de la maison et que la beauté s'offre à lui dans le regard et la voix et dans l'indicible apaisement que vous répandez sur la surface de toute chose. Je chante vos lèvres de soleil, servantes des dieux, porteuses de charme, vos yeux s'illuminent et la fête commence, vous marchez du pas assuré de l'harmonie universelle, certaines comme des reines, fortes comme la confiance, belles comme la vérité. Toutes les filles du monde rient à la rivière. L'eau n'est-elle pas le rire de la terre faite ciel, le ciel puisé à pleine main? Ruisselez, soleil sur la soie des pierres, au grain de la peau s'arrête toute sagesse.